Merci beaucoup, merci. On a fait un tour du monde très intéressant, très sombre aussi d'ailleurs, hein, en 25 minutes. Maintenant, je propose que ceux qui veulent poser une question, au moment où ils posent une question, rallument leur caméra, comme je viens de le faire, je présente. Et donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis le directeur du centre d'études. Moi, j'ai une question. Pays en développement qui sont stricts ou pas. Tu n'entends pas bien? Ça coupe. Bon, attends. Donc, je redis ma question. Tu m'entends? Donc, comment expliquer que certains pays ont pris des mesures extrêmement fortes, extrêmement drastiques dès le début de la crise, avec des confinements très, très sévères, alors qu'on sait très bien qu'ils sont extrêmement difficiles à appliquer pour les gens et que ça a des conséquences très dures, comme tu l'as dit d'ailleurs, et alors même que, comme tu l'as dit également au début de l'exposé, le nombre de victimes est relativement faible, en tout cas à ce jour. Comment expliquer qu'il y ait eu... Je donnerais une double réponse. De nouveau, c'est des réponses à chaud, donc il faudra analyser tout ça avec suffisamment de recul. Mais selon les explications qui sont données, la première, c'est tout simplement l'effet du mimétisme. On a des gouvernements qui voient et aussi parfois des populations qui voient ce qui se passe dans les pays riches et qui simplement imitent les mesures des pays riches. Donc, c'était clairement le cas, par exemple, à Kinshasa, où il y a tout de suite eu des émeutes, mais voilà, c'est aussi des dirigeants qui ont vécu plus longtemps en Belgique qu'au Congo, pour la plupart, et donc qui sont peut-être un peu déconnectés des réalités dans les quartiers populaires. Maintenant, il y a eu aussi dans certains pays, c'était évidemment une opportunité unique de mettre fin au mouvement de contestation populaire qui était grandissant. Si vous vous souvenez de l'année 2019, dans les pays en développement, mais pas uniquement d'ailleurs, on avait vraiment un mouvement de contestation très importante, souvent des questions sociales, des questions démocratiques, et avec des gouvernements qui durcissaient la répression. Donc si on prend par exemple le cas de Modi en Inde, c'est évident qu'il a vu une opportunité dans la contestation qui était grandissante suite à ces mesures anti-musulmans de plus en plus dramatiques. Donc voilà, on a vu au Chili, évidemment, dans toute une série de pays, certains émettent l'hypothèse que ça pourrait être aussi de faire d'une pierre deux coups, en quelque sorte, et de pouvoir mettre fin au mouvement de contestation, mais bon, qui en l'occurrence ne risque pas de disparaître ad vitam aeternam. Donc, c'est sans doute là pour gagner du temps si certains gouvernements ont choisi ces stratégies pour cette raison-là. Merci. Alors, qu'est-ce qui souhaite poser une question? Mettez juste votre caméra et allez-y. Laurence, je crois. Oui, je veux bien poser une question. Je m'excuse, ma caméra ne fonctionne pas. Donc voilà. Alors déjà, merci à Arnaud pour l'exposé. Merci à Edwin d'avoir organisé cette séance. Ce que tu décris par rapport aux conséquences alimentaires, évidemment, ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé donc il y a, je dirais, une bonne dizaine d'années. Fin 2007, les prix des matières premières agricoles avaient énormément augmenté sur les marchés internationaux et ça s'était traduit par ce qu'on avait appelé, à tort ou à raison d'ailleurs, une série d'émeutes de la faim.
dans tout un tas de pays pauvres, et ça correspond tout à fait à la situation que tu as décrite, hein, c'est-à-dire effectivement ça avait lieu dans les pays importateurs, notamment dans les grandes villes de ces pays qui dépendent des importations, alors que éventuellement quelques centaines de kilomètres plus loin, dans les arrière-pays, dans les campagnes, il ne se passait rien de spécial, les récoltes n'étaient pas spécialement mauvaises, et donc il n'y avait pas d'effets manifestes. Voilà. Et donc ma question, c'est, voilà, est-ce que là, actuellement, tu as entendu parler d'émeutes de la faim? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'émeute de la faim. Enfin, il y a des cas, mais je ne dirais pas une émeute de la faim comme celle qu'on a connue en 2008, où les populations urbaines, en fait, dévalisaient les magasins alimentaires pour pouvoir se nourrir. Parce que pour l'instant, on constate que la crise est surtout présente en zone rurale, parce que disons que l'alimentation a continué de pouvoir arriver dans les centres urbains. C'est plutôt les chaînes logistiques qui sont censées garantir la distribution de ces vivres dans les zones rurales qui posent problème. Donc, on n'a pas le même phénomène à ce stade d'émeute de la faim, parce que c'est fortement concentré dans les zones rurales. Et bon, pour les pays qui avaient décidé de confinement, il y a eu des aides alimentaires qui sont apportées. Maintenant, voilà, en tout cas, nous, on analyse la situation de semaine en semaine, et on est assez inquiet sur le fait que ça puisse déboucher à nouveau sur un scénario de 2008 où les centres urbains seraient progressivement touchés. La situation en Afrique de l'Est est en plus aggravée par une invasion de sauterelles qui dure maintenant depuis même plusieurs mois, et donc qui est en train là, de ravager les récoltes. Donc, l'Afrique de l'Est est tout particulièrement problématique, mais la situation en Afrique de l'Ouest, malgré qu'il n'y a pas ce problème d'invasion de sauterelles, est aussi très inquiétante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Ça peut être aussi un commentaire, hein. Allô, oui, allô? Oui. C'est Samuel, j'entends ta voix, on entend ta voix, Oui. mais on ne te voit pas. Je ne sais pas si tu as une caméra. Oui. Voilà, donc on a parlé de pas mal des transferts de fonds évidemment qui sont en train de tarir, et les autres transferts classiques des pays du Nord vers le Sud. Est-ce que tu penses que à terme, parce que bon, tu as fait un plaidoyer pour augmenter ces transferts, la coopération internationale, mais est-ce que tu ne penses pas que on va prioriser quand même la relance économique plutôt locale, aussi peut-être dans l'idée de relocaliser quelque part l'économie? Bon, je ne sais pas si ça c'est un objectif, mais en tout cas, est-ce que tu crains pas que la réalité dans la pratique sera plutôt encore une réduction du pourcentage du PIB qui irait vers les pays en voie de développement? Qu'est-ce que tu penses? Donc, oui, si je devais faire un pronostic je veux dire froid, on peut s'attendre à une cure d'austérité, donc de nouvelles coupes dans l'aide publique au développement. Ouais. C'est pourquoi donc on a évidemment une demande à ce niveau-là. Bon, il y a la question de l'aide d'urgence, mais ce qu'on demande en priorité, c'est l'annulation de la dette, parce que comme je le disais, l'impact sur les finances est tel que même si on octroie plus d'aide, elle va servir à rembourser la dette. Donc il y a vraiment des décisions à prendre à ce niveau-là. Maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la difficulté, c'est que un nombre croissant de pays pauvres se sont endettés sur les marchés financiers internationaux. Donc, contrairement aux opérations d'allègement de la dette qu'on a connues par le passé, où ces pays pauvres avaient seulement comme créanciers quelques pays riches et le FMI et la Banque mondiale, aujourd'hui, ces pays peuvent avoir des centaines et des centaines de créanciers privés qu'elles ne connaissent généralement pas.
Donc, ça implique, je dirais, de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme qui garantisse que les allègements de la dette impliquent tous les créanciers, et pour éviter ce qu'on appelle les fonds vautours. Donc là, on plaide aussi, comme les Nations Unies, sur l'instauration de ce qu'on appelle un mécanisme multilatéral de restructuration des dettes souveraines qui met autour de la table un pays endetté avec tous ses créanciers et qui aboutit à un accord de restructuration qui s'impose à tous les créanciers, même ceux qui ne le souhaiteraient pas. Donc, alors comme tu le dis, évidemment, mais bon, c'est un peu comme dans nos pays riches, l'impact de la crise est décuplé par les vulnérabilités qui sont créées par les dépendances. Et donc, il y a cette nécessité, notamment en matière alimentaire, de promouvoir la souveraineté alimentaire. Donc, mais bon, il n'y a rien de nouveau dans nos demandes en la matière. Il n'y a plus qu'à espérer que cette crise soit suffisamment grave que pour qu'il y ait enfin un déclic. On voit en Afrique, notamment en Amérique latine, toute une série de chercheurs qui publient déjà des réflexions très intéressantes. Il y a des mouvements qui existent. Mais donc voilà, c'est un phénomène qu'il faut aborder, à mon avis, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, parce que finalement, c'est autant un problème pour nos pays riches que pour les pays en développement. Il suffit de voir, si vous allez dans certains pays en développement, vous allez au Maroc, il y a des masques à profusion dans tous les supermarchés depuis toujours. Il y a plus de problèmes pour avoir des respirateurs, comme vous le disiez, alors que dans nos pays riches, c'est l'inverse. Donc, on voit que cette division internationale du travail a en fait créé des vulnérabilités partout. Chacun étant spécialisé dans un segment particulier des chaînes de valeur, et donc finalement, tout le monde est un peu dépendant de tout le monde, même si chaque région du monde a l'impression qu'elle est plus dépendante que les autres parce qu'elle suit l'actualité au quotidien et donc se rend compte qu'il y a un problème évident. Mais voilà, on constate que le problème est généralisé, donc on va très certainement, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau parce que depuis 2008, il y avait déjà une prise de conscience dans pas mal de pays en développement. C'est d'arriver progressivement à avoir en tout cas une régionalisation accrue des échanges. Et alors, bon, quand on voit, quand on parle des chocs en termes de fuite des capitaux, d'évaluation monétaire, etc., le fait de ne pas avoir de souveraineté alimentaire, par exemple, pour toute la zone CFA, donc il y a un problème ancien aussi. On prétendait qu'on allait y répondre justement avant la crise. Donc, c'est toutes des réflexions qui pourraient s'accélérer. Mais de nouveau, voilà, c'est-à-dire personnellement, mon diagnostic de l'impact de la crise actuelle sur les clivages idéologiques, c'est que ça exacerbe les clivages idéologiques. Donc, ceux qui parlent d'un monde d'après plus juste, plus durable comme nous, on le disait déjà avant, mais les nationalistes autoritaires sont pour des mesures encore plus nationalistes et autoritaires qu'avant, et les néolibéraux vont vouloir encore plus de course à la compétitivité, d'austérité qu'avant. Donc, il y a certainement aucun automatisme en la matière, mais simplement des crises qui rappellent les nécessités d'y répondre. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même diagnostic et tout le monde n'a pas les mêmes recettes. Donc, ça veut dire qu'il va avoir certainement des explosions sociales, mais aussi des rapports de force politiques encore plus exacerbés qu'avant cette crise du coronavirus. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Dar a une petite réaction? Oui, je veux juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Arnaud, effectivement, donc suite à la crise de 2007-2008, il y avait quand même pas mal de gouvernements qui avaient décidé de remonter les protections aux frontières pour les produits agricoles. Ça avait relancé quand même tout un débat sur effectivement le niveau d'autosuffisance alimentaire qui était souhaitable. Et il y avait quand même pas mal de pays qui avaient pris des décisions suite à ça de renforcer, je dirais, les barrières tarifaires aux frontières. Et donc voilà, je veux simplement signaler ça pour aller tout à fait dans le sens de ce que Arnaud a dit. Et la crise actuelle pourrait effectivement renforcer cette tendance-là. Voilà. Merci. Alors, Romain Wickmans.
Oui, voilà. Bonjour, merci beaucoup Arnaud pour cette présentation qui est en fait assez très copieuse et donc et aussi un peu déprimante, hein, disons-le très clairement. Donc oui, Edwin m'avait demandé de me présenter. Donc je suis chercheur au CEDD. Donc j'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de me limiter. C'est essayer de voir d'une part si tu as des informations sur peut-être le rôle que la Chine joue en fait dans tout ça en termes de soutien justement à ces pays en développement, des soutiens ça peut être sanitaire ou autre, donc par exemple de fourniture, en termes de financement par exemple, d'emprunt. Un autre point, c'est peut-être si tu as vu des choses sur la vision qu'ont les gouvernements des pays en développement de l'Organisation mondiale de la santé, parce que bon, il y a un certain nombre de gouvernements, notamment évidemment Donald Trump, très fortement remis en cause le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé et bon, les éventuelles carences. Donc, je ne sais pas s'il y a eu aussi des retours de la part de certains pays en développement. Une autre chose, moi, qui m'avait interpellé, c'était on a en fait, bon, de ce que j'ai vu, assez peu parlé d'aide au développement dans les médias ou dans les débats. Moi, tout ce que j'ai entendu à ce sujet-là, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui redirigeait une grosse partie de ses financements vers la recherche d'un vaccin et donc aux dépens d'autres maladies dans un certain sens. Et alors, bon, une dernière remarque, c'est c'est un peu évidemment, je te demande pas évidemment un travail avec une boule de cristal, mais est-ce qu'on peut imaginer une reprise rapide en V ou c'est plutôt une reprise en W ou pas de reprise avant longtemps? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que les infrastructures, je veux dire de production, quoi, mais de tout type, quoi, est-ce qu'on peut considérer qu'elles risquent d'être endommagées pour longtemps, quoi? Ouais. Ok, quatre bonnes questions qui méritent une réponse appropriée pour chacune. Donc, commencer par la question sur la Chine, qui est une très bonne question que j'ai à peine abordée, mais qui est tout à fait centrale, à la fois en matière sanitaire qu'en matière financière. Donc, comme vous le constatez, en matière sanitaire, c'est le plus évident parce que même en Belgique, on en a pas mal parlé. C'est que la Chine étant l'origine du coronavirus et étant rapidement accusée de ne pas dire la vérité, voire de masquer les faits et donc d'être à l'origine d'une crise beaucoup plus grave que ce qu'elle aurait été si on avait pu réagir suffisamment tôt. Et donc, la Chine là redouble de diplomatie pour vanter son modèle, mais aussi faire de l'humanitaire en quelque sorte via la grande multinationale Alibaba, en tout cas la fondation Alibaba, qui distribue des masques et du matériel de protection partout. Enfin, on en a évidemment beaucoup parlé en Europe, mais il n'y a aucun pays africain qui a été oublié. Et chaque fois de manière très visible, une mise en scène très, très importante. Donc c'est clair que la Chine, c'était de nouveau déjà le cas avant la crise, hein, donc cette crise exacerbe des tendances qu'on connaissait auparavant, voyant l'administration Trump qui se replie encore plus qu'avant et qui coupe les fonds de l'OMS en pleine crise sanitaire. Donc la Chine s'engouffre dans la brèche et se dit c'est le moment ou jamais de redorer notre blason et d'avoir l'image du nouveau moteur du multilatéralisme, de la mondialisation, de la coopération internationale, etc. Donc, évidemment, avec tous les bémols qu'on peut apporter, on a vu que de nombre d'entreprises chinoises ne respectaient pas les critères et donc fournissaient du matériel qui n'était pas valable. Ils ont fourni l'Afrique qui n'a pas soulevé les mêmes problèmes que les pays européens. Donc, mais bon, c'est un élément très important du soft power, hein, comme on l'appelle. Là, il y a clairement une espèce de compétition qui se met en place. Mais la Chine est quand même fortement handicapée par
les lanceurs d'alerte qui ont été réprimés, etc. Même si en interne, la Chine a complètement récupéré l'affaire en expliquant que le lanceur d'alerte qui est mort à 34 ou 36 ans, ce médecin, en expliquant finalement que c'était un membre du Parti communiste chinois, etc. Donc, ils sont très forts pour ça. Alors, en matière financière, là, la Chine est très mal mise en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une vague de sollicitations de la Chine, de tous les pays qui longent la nouvelle route de la soie pour avoir des annulations de la dette parce que toute cette nouvelle route de la soie, c'est des infrastructures qui sont financées par la Chine, mais qui endettent les pays en question. Et là, le choc financier a été tel que quasi tous les pays de la nouvelle route de la soie se sont adressés à la Chine. Pareil pour l'Afrique et l'Amérique latine, qui sont de débiteurs importants de la Chine. Une étude justement a été publiée la semaine dernière qui essaie d'identifier ce qu'ils appellent les créances cachées de la Chine. Donc, il y a les prêts qui sont déclarés officiellement par la Chine, mais il y a toute une série de montages financiers complexes qui ne sont pas déclarés, qui ne sont donc pas aux yeux de la Chine considérés comme des prêts, mais qui en sont clairement. La Chine souvent considère que quand il y a un problème de surendettement, c'est pas grave parce qu'elle va pouvoir prendre la possession d'actifs du pays débiteur, donc ce qui est pour la Chine n'est pas un problème, mais peut le devenir fortement pour le pays débiteur en question. Et évidemment, les pays occidentaux ne veulent pas octroyer une annulation de la dette qui permettrait de soulager les finances de ceux qui doivent rembourser la Chine, qui, elle, serait remboursée. Donc, la Chine est devenue un créancier majeur. Donc, cette étude sur les prêts cachés de la Chine, donc elle estime à 200 milliards de dollars en 2019 les prêts octroyés par la Chine aux pays en développement, alors que la Chine a déclaré 200 milliards. Donc ça veut dire que ça double les prêts qui auraient été octroyés par la Chine aux pays en développement, et la Chine deviendrait par ce biais premier créancier public des pays en développement devant la Banque mondiale, très loin devant le FMI et très loin devant le Club de Paris qui rassemble les États créanciers. La Chine, à ce stade, ne veut entendre parler au mieux que de suspension temporaire des paiements des intérêts, un peu comme la décision du G20, ne veut pas entendre parler d'annulation du stock de la dette. Mais voilà, si la crise continuait, là, il y a une pression importante qui risque de se porter sur la Chine en disant, OK, vous faites votre diplomatie du masque et compagnie, mais là, on a besoin de vous. Vous êtes responsable, enfin, vous êtes en tout cas à l'origine du virus. Donc faites un geste. Hein. Donc la Chine risque là de se retrouver dans le rôle du créancier occidental, alors que tout son discours, depuis le début, elle cherche à se distinguer de ces créanciers occidentaux avec leurs conditions et qui profitent de la dette pour faire du néocolonialisme, etc. Donc là, c'est vraiment à double tranchant pour la Chine, en tout cas, en termes de soft power, de nouveau, puisque c'est un peu ça son principal défi si elle veut devenir si elle veut assumer le leadership de l'économie mondiale comme elle le souhaite au milieu du siècle. Sur la question de l'Organisation mondiale de la santé, il y a pas mal de pays en développement qui sont très actifs pour un renforcement, une réforme de l'OMS, surtout sur la question du vaccin, mais aussi sur la question de certains traitements. D'ailleurs, je parlais du système des brevets, mais même pour les fameux masques FFP2, il y a eu toute une série de retards qui ont été pris parce qu'il y avait une entreprise qui avait un brevet et qui ne voulait pas le lâcher. Donc, les gouvernements ont fini par réagir et l'entreprise en question a fini par plier. Mais c'est une préoccupation qui n'est pas du tout focalisée sur la question du vaccin. Mais en particulier, je le citais tout à l'heure pour cette raison-là, le Costa Rica a pris le leadership pour non seulement faire de l'OMS un nouveau centre de coordination internationale, mais elle a proposé un fonds pour mutualiser les financements de recherche pour le vaccin, pour que le vaccin soit dans le domaine public et accessible à un prix tout à fait abordable. Donc les pays en développement, là, sont plutôt, enfin en tout cas certains, parce qu'il y a beaucoup de pays en développement, mais il y a une série de pays en développement qui sont très proactifs et qui considèrent que la solution pour eux passe par les Nations Unies, que Trump le veuille ou pas. Hein, donc voilà, est-ce que je peux répondre à cette question importante? Sur la question de la Fondation Gates, ça c'est un point tout à fait important. C'est un peu en filigrane de ce que je vous expliquais dans la situation dans les pays en développement.
la décision de la Fondation Gates, qui gère des milliards de dollars, de stopper tous les programmes pour rapatrier tous les fonds pour la lutte contre le coronavirus est en quelque sorte une catastrophe pour les pays en développement, parce que ça veut dire que tous les fonds qui étaient alloués aux autres épidémies, aux autres maladies infectieuses qui font, pour certaines, beaucoup plus de décès que le coronavirus, en tout cas à ce stade, c'est vraiment une menace. Donc, les pays pauvres ont un problème de système de santé en général, donc ce qu'il faut, c'est renforcer les systèmes de santé de ces pays, et certainement pas, au fur et à mesure des épidémies qui viennent à l'avant-plan, privilégier une au détriment de l'autre. Donc là, c'est très important, et donc là, les agences de développement, c'est cette mission-là qu'elles doivent assurer, c'est de développer les systèmes de santé, et y compris les systèmes de mutuelles de santé, etc. Bon, question qui finalement se pose aux pays riches aussi. Hein. Si on avait suffisamment de place dans les hôpitaux, on n'aurait pas eu besoin d'un confinement qui crée une telle crise économique. Donc, on pourrait se dire aussi que là, il y a des réflexions qui pourraient enfin avancer pour se rendre compte que ce n'est pas à fond perdu de financer des services publics, à commencer par l'hôpital public. Dernière question, bon là, ouais, c'est la grande question. Quel type de crise en V, en W, en L, en U? Bon, la réalité, hein, si je dois répondre de manière honnête et telle que tout économiste devrait le faire, en fait, en 2021, on n'en sait absolument rien. Il n'y a aucun élément objectif qui permet à ce stade de pouvoir dire qu'on aura une relance forte ou faible. Bon, le V, ça, on peut l'oublier, hein, parce que ceux qui rêvaient d'un V, en fait, ils se basaient sur la situation en Chine. Mais bon, là, tout de suite, moi, j'avais écrit là-dessus en disant, mais enfin, comment est-ce qu'on peut comparer le cas d'un pays, la Chine, où il y a eu le coronavirus dans une province, bon, pas une province périphérique, mais une seule province quand même, et de voir que les exportations reprennent. Oui, on s'en doute, mais une fois que la pandémie s'est développée, que la crise économique et financière avec elle, ben, fatalement, l'économie de la Chine a à son tour eu des problèmes. Et donc là, on est face à une pandémie, une crise mondiale avec bon, des entreprises et des salariés qui sont tenus artificiellement à bout de bras par les États qui creusent les déficits. Hein. Donc, ceux qui disent c'est le retour de Keynes, ben, ils n'ont pas beaucoup lu Keynes, parce que Keynes, il parle d'un multiplicateur budgétaire. Ici, il y aura multiplicateur zéro, puisqu'on dépense de l'argent pour congeler une économie, mais il n'y a pas d'offre ni de demande. Il n'y a pas de relance possible dans un contexte comme le contexte actuel. Donc, le scénario optimiste, c'est un U. Le scénario le plus probable, c'est un W, surtout si les gouvernements décidaient, comme ils l'ont fait après 2008, d'opter pour l'austérité pour éviter des déficits excessifs. Mais on peut aussi avoir une crise en L s'il n'y a pas de coopération suffisante, si tous les pays et toutes les économies essaient de s'en sortir sur le dos du voisin, alors que là, on est vraiment dans une pandémie et une crise mondiale. Ben, là, on risque vraiment de rentrer dans des marécages qui risquent de durer beaucoup plus longtemps qu'on ne le penserait. Donc, en tout cas, moi, j'écarte la crise en V. Le choc du coronavirus n'a pas touché un corps sain. Hein, il a touché un système économique qui était gravement endetté, dette privée des entreprises, dette publique de certains États, dette de certains ménages. Mais bon, le plus grave était pour moi la dette des entreprises. Donc là, on est en fait avec des faillites en chaîne qui sont évitées artificiellement. Le problème, c'est que ben, les États sauvent toutes les entreprises, même celles qui auraient de toute façon fait faillite parce qu'elles s'étaient endettées de manière démesurée. Donc là, il va y avoir, il y a vraiment un risque d'avoir des actifs qui soient lourdement et longuement endommagés, et voir aussi ce que ça va avoir comme impact sur la santé mentale des citoyens et des travailleurs. Bon, dans le système éducatif, hein, on est bien passé pour le savoir, c'est quand même pas très encourageant ce qui est en train de se passer maintenant, et si ça devait durer, il y aurait clairement des implications majeures. Donc, selon moi, il va falloir sortir des sentiers battus.
on voit que les banques centrales sont à la manœuvre, hein, on voit que ça crée des problèmes à la Cour constitutionnelle allemande, alors que pourtant la Banque centrale européenne en fait beaucoup moins que les autres banques centrales parce qu'elle est enfermée par les traités qui l'empêchent de monétiser les dettes en achetant directement les dettes des États sur le marché primaire. Donc la Banque centrale européenne ne fait qu'acheter des dettes sur du marché secondaire. Donc ça crée de la dette en plus pour les États, alors que si on la monétise sur le marché primaire, il n'y a pas de dette supplémentaire. Donc je pense que ceux qui restent attachés à l'orthodoxie monétaire vont avoir du mal à résister. Qu'il va vraiment falloir sortir des sentiers battus. Mais voilà, c'est sans doute encore trop tôt parce que l'impact réel de la crise, il va falloir encore des mois pour qu'on en prenne la véritable mesure. Ok, merci beaucoup, merci Arnaud. Si tu n'es pas encore tout à fait fatigué, il y a encore une question de Maëlle Verkotteren. Est-ce que tu la lis? Tu peux la lire? Elle est dans les commentaires. Ah, pardon, j'ai pas vu ça. Je suis sur mon téléphone. Sinon, je te la lis. Activer le sous-titre. Vas-y, lis-la moi parce que. Attends, où alors elle est? Je ne tombe C'est pas. dans les commentaires. Ah oui, voilà, je l'ai, pardon. Tu l'as? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait aider à faire cette estimation? Ah, mais il y a le... Tu l'as lu juste avant. Juste avant. Est-ce que dans le cas du corona, dans les pays en développement, cela a du sens d'aller dans les hôpitaux pour se soigner puisque pas de respirateur? Est-ce qu'on arrivera à estimer le nombre réel de morts et cas étant donné la situation? Ben, non, enfin, c'est ce que j'expliquais en introduction. Enfin, bon, d'une part, enfin, surtout en zone rurale, mais c'est aussi le cas en zone urbaine pour toutes les populations qui vivent dans les bidonvilles, etc. On ne va pas à l'hôpital parce que ça coûte trop cher. Donc, avant de se dire qu'il n'y a pas de respirateur, donc la majorité des gens ne meurent pas en hôpital. La question des statistiques, enfin, tous ceux qui ont travaillé sur les pays en développement et l'Afrique en particulier savent que même en temps normal, les statistiques, c'est toujours très compliqué, il y en a très peu. Et parfois celles qui existent sont très anciennes. Donc, donc pour moi, j'ai aucun espoir sur le fait qu'on ait des statistiques correctes sur les cas de coronavirus dans les pays en développement. Et je dois vous dire que j'ai guère d'espoir sur le fait qu'on en ait aussi pour les pays développés, hein, parce que quand je vois des comparaisons internationales qui sont faites, ça fait un peu peur de voir des académiques qui travaillent sur des données aussi faibles. Donc voilà, c'est raison de plus pour aborder le système sanitaire dans sa totalité, parce que, comme je disais, le problème est de toute façon général, et coronavirus ou pas coronavirus, il y a besoin de développer ce système de santé dans les pays en développement, et d'autant plus dans les pays les plus pauvres. Mais bon, là, je citais le cas de l'Équateur en Amérique latine, qui n'est pas un pays pauvre, enfin qui est un pays en développement, mais qui est un pays qui a quand même qui a quand même des moyens. Mais la situation là-bas, enfin, moi j'ai vu des images de personnes sur place, c'était vraiment l'absence totale d'État. On voyait des cadavres dans les rues, etc. Donc voilà, il y a un gros travail à faire pour le développement des systèmes de santé, mais de nouveau, on le savait avant la pandémie, quoi. Bon, ben, puisque je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais en profiter pour t'en poser encore deux, si tu veux bien. Voilà, la première à voir avec l'économie. Donc, tu as fait un tableau vraiment très intéressant et impressionnant de l'endettement. Donc, moi, je connaissais un petit peu le sujet par rapport à nos pays, hein, puisque en Belgique, on s'endettait je pense qu'on a cité le chiffre de 3 à 4 milliards par semaine lors du confinement. On a vu des chiffres aussi en Suisse du même ordre. Donc, mais je ne connaissais pas la situation pour les pays en développement. Et la question que je me pose, c'est valable aussi bien pour les pays riches ou pas riches, c'est ce que tu as cité par rapport à la Chine, c'est-à-dire tu as dit à un moment donné, la Chine, ça l'embête pas trop d'avoir des grosses dettes parce qu'à un moment donné, ils vont faire une possession d'actifs. Et moi, je me pose la question de savoir si, avec ces énormes dettes, on va pas avoir une vague de privatisation en fait.
qui serait possible également dans nos pays. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Et l'autre question, là, bon, là, je ne sais vraiment pas si tu as réfléchi, mais c'est évidemment un sujet qui nous intéresse au centre, c'est est-ce que tu as des éléments de réflexion par rapport au dossier climat, au dossier de la coopération liée au climat, enfin, je veux dire de la convention climat, de ce que ça pourrait avoir comme impact sur ce dossier que tu connais aussi. Voilà. Merci. Ok, donc sur la première question, ça devient une préoccupation de premier ordre pour les gouvernements européens. Parce qu'ils se rendent compte, en effet, et donc ils voient ce qui se passe dans les pays en développement, qu'une entreprise fait faillite, c'est pas grave, la Chine arrive, la rachète pour une bouchée de pain, on prend le contrôle. La Chine a un objectif, évidemment, d'approvisionnement en matières premières avec les pays en développement, mais aussi un objectif de montée en gamme technologique. Et l'Europe est le continent privilégié par la Chine parce que les États-Unis sont en guerre commerciale et ont pris toute une série de mesures à tel point que les investissements chinois aux États-Unis sont tombés à zéro. Donc l'Allemagne a pris, a renforcé il y a quelques semaines, parce que c'est un pays qui avait déjà de telles mesures, des mesures pour pouvoir interdire justement des prises de contrôle d'entreprises jugées stratégiques. Donc c'est moins la question de la privatisation que tu soulèves, parce que la plupart des entreprises stratégiques sont privées en Europe. C'est plus le fait que ces entreprises, d'autant quand elles sont cotées en bourse et que leurs actions se sont effondrées, sont vulnérables et demandent des apports en capitaux en tout genre, mais la Chine peut avoir l'assise financière suffisante pour prendre le contrôle de ses actifs et donc des entreprises qui deviennent propriété chinoise. Et la Chine sait très bien faire ça. Elle l'a fait depuis de nouveau 10 ans dans les plans d'austérité. Tous les ports de Pirée, de Valence, de Zeebrugge, etc. ont été achetés par la Chine, qui a vraiment une toile d'araignée portuaire tout à fait impressionnante, y compris en Europe. Donc là, il y a un enjeu stratégique de tout premier plan et qui est encore plus important que le soft power que j'évoquais tout à l'heure, parce que là, on a une économie qui a la volonté et l'appétit de le faire et qui se retrouve dans un contexte tout à fait favorable à la prise de contrôle d'entreprises stratégiques aux abois, avec des gouvernements occidentaux qui ont complètement perdu l'habitude d'administrer leur économie. Donc, on le voit même pour la production de masques. On doit signer des contrats avec des sociétés écrans au lieu de faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui produisent des masques rapidement. Donc, donc là, il y a un vrai risque, mais qui est en train de monter jusqu'au plus haut niveau de l'Union européenne. Là, il y a les clignotants qui se sont allumés. Donc, pour vous donner un chiffre, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales a sorti un rapport ce week-end que je lisais. Donc, 50% des entreprises sont en situation de faillite virtuelle et ne sont sauvées que par l'aide en tout genre, enfin, pas seulement des États, mais aussi des banques centrales. La Réserve fédérale aux États-Unis soutient directement les entreprises pour éviter ce genre de scénario. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il va falloir suivre, parce que on a toujours dit pendant des années, mais la Chine, c'est pas grave, parce que la Chine, bon, c'est la main-d'œuvre bon marché. Donc, les technologies, c'est les maisons mères occidentales qui ont de toute façon le contrôle. On n'a déjà pas vu depuis 2008 que la Chine est en train de monter en gamme et qu'elle avait déjà tiré les leçons de la crise de 2008, un peu comme on le disait tout à l'heure en matière d'alimentation pour les pays en développement. Donc, la Chine a cherché à monter en gamme pour ne pas dépendre justement des industries et des entreprises occidentales qui étaient en crise après 2008. Et donc, elle est montée en gamme de manière technologique, d'où la fameuse guerre technologique avec Huawei, notamment de la part des États-Unis. Huawei qui, du coup, a fait des progrès impressionnants en matière de puces, notamment, et donc est en train enfin, c'est ce qui était prévisible de nouveau, mais fatalement, vu qu'on la menace de la couper des approvisionnements occidentaux, ben, elle compte sur ses propres forces et elle cherche à devenir autonome. Ce qui est en train de se passer maintenant, ben, c'est en effet que non seulement la Chine n'est plus du tout uniquement l'atelier du monde,
Ça, on le savait déjà, enfin, ceux qui suivent la situation de près le savent depuis plusieurs années. Mais là, le risque est que la Chine prenne le contrôle d'entreprises technologiques, stratégiques européennes. Bon, on a vu déjà dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Chine fait ses emplettes, enfin en Belgique aussi en quelque sorte, hein, la Belgique, l'Irlande sont des pays qui ont abandonné le fait d'avoir des champions nationaux, des champions industriels, et donc que les capitaux soient chinois, américains ou autres, qu'est-ce que ça change mais bon, de nouveau, là, si on laisse faire ça, on se rendrait compte très vite de ce que ça changerait. Et comme je vous le disais, bon, surtout évidemment la France et l'Allemagne et ces pays qui ont encore des champions nationaux sont tout particulièrement sur la balle et cherchent à renforcer leur dispositif. Mais bon, il va falloir une réponse européenne si on veut qu'elle soit à la hauteur du défi. Sur la question du climat, moi, c'est une énorme question, évidemment. Pour résumer, enfin, pour synthétiser la réponse, je dirais qu'il y a deux écoles, enfin deux extrêmes ou deux écoles. Il y a l'école de l'effet rebond, qui dit, bon, on a une crise ici qui impose le confinement à toute l'économie. Donc, une fois que le confinement va être levé, ça va être encore pire qu'avant. Ça va être l'effet rebond. Regardez les files qu'il y a devant les McDo quand on les ouvre, etc. Bon, là, c'est un peu lié à la question de Romain. Oui, effet rebond, mais pour un effet rebond, il faut qu'il y ait une reprise vigoureuse. Et ça, c'est loin d'être garanti. Hein. Donc, maintenant, une autre possibilité qu'on est en train de voir clairement aussi de toute une série de gouvernements, c'est de se dire, comme on l'avait déjà vu après 2008, il faut relever l'économie qui est en crise, donc il faut la libérer de tous ses poids, qu'ils soient fiscaux, que ce soit les normes environnementales. Donc là, c'est sans doute à court terme le risque le plus important, c'est qu'on abandonne du jour au lendemain les normes environnementales en se disant ce n'est pas la priorité du moment. Alors l'autre école, c'est de dire, écoutez, en Europe, on parlait de Green Deal, il était adopté en décembre avec un plan de financement qui est adopté le 15 janvier par le Parlement européen, donc vraiment à la veille de la crise du coronavirus. Le Green Deal sur le papier était excellent, le seul problème c'était les financements. Vous voyez bien qu'on comptait sur des effets de levier complètement illusoires et qu'on se limitait aux partenariats publics-privés sans vouloir doper les investissements publics, alors que dans les logements, par exemple, l'efficacité énergétique des logements ou dans les batteries, on a besoin d'investissements publics parce que c'est trop risqué pour que le privé assume seul le financement. Or là, on est face à un plan de sauvetage et de relance qu'on ne connaît pas encore, mais qui est en train de se discuter, comme vous le savez, enfin, comme toujours, c'est compliqué en Europe, mais on va avoir un plan de relance qui va aligner les milliers de milliards d'euros qui étaient nécessaires. Et éventuellement, comme je vous le disais, avec l'appui de la Banque centrale européenne, on savait qu'elle pouvait jouer en rôle, ce qu'on appelle la monnaie verte ou la monnaie écologique. Donc, il y a là cette opportunité de dire, OK, on avait le plan, mais on n'avait pas les financements. Maintenant, les financements, on va les lâcher parce qu'on est obligé. Donc, il faut absolument que ces financements soient alignés sur les secteurs prioritaires du Green Deal ou du Green New Deal, comme on dit aux États-Unis, plus largement. Donc, on est un peu face à ces deux extrêmes-là. Maintenant, on voit que vendredi, la Commission européenne a arrêté ses règles pour les aides d'État. Donc, on interdit les versements de dividendes et les rachats d'actions, ce qui est très bien, mais il n'y a aucune condition contraignante liée au Green Deal. On demande juste aux États d'avoir une transparence sur l'utilisation des fonds pour qu'on puisse constater si oui ou non ils ont renforcé le Green Deal. Donc voilà, rappelez-vous, après 2008, les subsides aux énergies renouvelables ont été divisés par 2 en quelques années. Donc c'est le scénario le plus probable. Maintenant, le mouvement climat est beaucoup plus fort qu'il y a 12 ans. Le Green Deal n'existait pas il y a 12 ans. Vous voyez qu'il y a quand même une douzaine d'États membres de l'Union européenne qui ont déjà fait une sortie publique en disant le Green Deal doit être le plan de relance. Donc, ça va être un rapport de force politique qui n'est pas perdu d'avance, mais qui n'est certainement pas gagné d'avance. Mais disons,
allez, c'est moins perdu d'avance qu'après 2008 parce qu'il y a justement les leçons négatives de 2008 et les avancées, notamment en termes de Green Deal, de Green New Deal aux États-Unis, etc. Donc, on est quand même beaucoup plus au fait dans les instances gouvernementales de ce qu'il faut faire pour arriver à la neutralité carbone. Et puis alors, bon, il faut quand même dire que la pandémie rebraque un peu les projecteurs aussi sur la question de la biodiversité, hein, qui passait clairement au second plan. On se rend compte aussi que la déforestation, ben, ça n'entraîne pas que des changements climatiques, mais aussi ça facilite les virus. Donc, peut-être qu'aussi, là, il y a une opportunité d'un peu sensibiliser davantage le monde politique à la nécessité de préserver la biodiversité et les écosystèmes. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce débat-là, moi, ce que je constate, hein, certains sont optimistes, certains sont pessimistes. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je constate simplement que les positions d'avant-crise sont exacerbées après la crise. Donc, ceux qui voulaient lutter contre la neutralité carbone le veulent encore plus qu'avant, et ceux qui ne croyaient pas au changement climatique, y croient encore moins, ou ceux qui ne veulent pas y croire. Donc, je pense qu'on va vers des mois et des années socialement mouvementés avec des confrontations qui vont rendre d'autant plus compliqué aussi les majorités dans les pays à majorité proportionnelle comme la Belgique. Super, ben, écoute, merci. On peut peut-être rappeler que tu as publié un livre récemment justement sur tous des aspects politiques liés au grand changement économique. Tu peux rappeler le titre Donc le titre, c'était la mondialisation et national-populisme, la nouvelle grande transformation, donc où j'essayais de faire le parallèle entre la grande transformation publiée par Karl Polanyi en 1944 pour expliquer l'effondrement de ce qu'il appelait la civilisation libérale du 19e siècle et ce que j'appelle la nouvelle grande transformation en cours, où ma thèse c'était de dire il y a une demande accrue du citoyen pour un État protecteur comme on l'avait connu dans les années 30. Bon, c'est clair que la crise comme celle qu'on est en train de connaître, ça ne va pas réduire la demande sociale pour un État protecteur. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, hein, on reparle encore plus du New Deal de Roosevelt qu'avant. Mais bon, les dérives autoritaires, orwelliennes et autres, là, il y a clairement un boulevard aussi hein, pour la société de surveillance de masse. Donc, oui, le sujet reste d'actualité. Ok. Et je vais demander à tout le monde de mettre son micro, parce que traditionnellement, on termine nos réunions en applaudissant l'orateur, et je pense que c'est amplement mérité. Donc, si vous voulez bien